C'est sans doute un événement majeur dans l'instruction du dossier Thomas Sankara. Police scientifique et légiste sont à pied d'œuvre depuis ce matin au cimetière de Dagnoin pour l'exhumation et l'examen du corps du capitaine et de ses compagnons tués le 15 octobre 1987. Tous espèrent des réponses aux nombreux doutes et interrogations qui entourent encore ce tragique événement ainsi qu'une avancée rapide du dossier. La décision était pour le moins impopulaire. Finalement, elle est levée. Le Conseil supérieur de la communication annule la suspension des émissions d'expression directe à partir du 30 mai. Un communiqué de presse a été publié cet après-midi. Sa teneur tout à l'heure dans ce journal. Tous à la queue leu pour toucher sa paye, c'est le mot d'ordre en cette fin de mois pour les agents de la fonction publique. L'opération biétage a débuté ce matin. Obligation pour chacun de se munir des pièces requises justifiant de sa régularité. C'est une opération d'assainissement de la masse salariale. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce lundi 25 mai fera date dans l'instruction du dossier Thomas Sankara. L'exhumation et l'examen du corps du capitaine et de ses compagnons réclamés de longue date ont commencé ce matin. Une opération qui devrait apporter des réponses à bien des questions. Est-ce bien le corps de l'ancien président qui se trouve dans cette tombe? Comment a-t-il été tué? La police scientifique est à pied d'œuvre au cimetière de Dagnoin. La gendarmerie, elle, a bouclé les lieux. Frédéric Etienne Bassenga. Sur la route de la vérité, après près de 28 ans de doute. Ce matin, au cimetière de Dagnoin, médecins légistes, avocats et familles des disparus d'octobre 1987 étaient tous là pour l'exhumation des différentes dépouilles. Impossible d'avoir accès au cimetière, ces images sont prises via la clôture. Surveillance aérienne, patrouille autour du cimetière, les forces de l'ordre et de sécurité n'ont laissé aucune opportunité aux journalistes. Instruction du juge, disent-elles. Après près de 4 heures d'attente, des échos enfin de ce qui se passe à l'intérieur. On est arrivé sur la tombe de Sankara? Ou bien ça c'est fini? On n'en est pas là. Ah, vous n'en êtes pas là? Non. Actuellement, quels sont les préalables d'abord? Non, je pense que c'est une tombe qui a été... Non. En fait, je ne suis pas sorti pour parler. Ok. Oui, voilà. Juste une petite information. Non, vraiment, ça avance à petits pas, tout simplement, à petits pas, parce que ça n'a pas l'air de vraiment bouger. Merci. Merci. Vraiment, je ne suis pas un spécialiste pour me prononcer là-dessus. Tout ce que je sais, ça avance. Merci. La population riveraine, exacerbée par le refus des forces de l'ordre de libérer l'accès du cimetière aux journalistes, est sortie pour exprimer son mécontentement. Nous voulons que les journalistes rentrent pour que nous puissions avoir les résultats et nous voulons que les résultats qui vont sortir de cette SFT-là soient crédibles. Mais si on empêche les journalistes de rentrer, nous voyons que, bon, ici, il n'y a pas une vérité qui sera dévoilée. Voilà. Puisque si les journalistes rentrent, ils peuvent nous véhiculer quelques images qui peuvent nous, en tout cas, nous attirer à rester attentifs aux travaux des juridictions. Dans les manifestants, certains ne comprennent pas pourquoi encore choisir des médecins légistes français. Ce qui concerne l'assassinat du juge Nébier, nous avons vu qu'il y a un Français qui est venu, il a fait les expertises, mais à la fin, il n'a pas sorti quelque chose de bon. Et pour une question de crédibilité, ils auraient dû choisir ne serait-ce qu'un Cubain ou un autre, mais pas en tout cas un Français, à mon avis. Les travaux se poursuivaient jusque dans la soirée. À quand donc la fin, quand on sait qu'ils avancent à pas de fourmis? Affaire à suivre donc. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, seuls 2 corps ont pu être exhumés. L'opération se poursuit demain avec notamment l'exhumation du corps du capitaine Thomas Sankara. Le Conseil supérieur de la communication décide de lever la suspension des émissions d'expression directe à partir du samedi 30 mai 2015. C'est en substance la teneur d'un communiqué de presse rendu public cet après-midi. Je vous invite à suivre à ce propos le directeur général de l'observation des médias et des études du Conseil supérieur de la communication, M. Jean-Paul Towé. Le Conseil supérieur de la communication décide de lever la suspension. À l'issue des concertations entreprises par le CSC avec les acteurs des médias audiovisuels relatives à la suspension des émissions d'expression directe, le Conseil supérieur de la communication décide de lever la suspension le 30 mai 2015. Les consultations entreprises par le Conseil supérieur de la communication
avec les promoteurs et acteurs de médias audiovisuels, ont abouti à des solutions consensuelles sur la conduite des émissions interactives. À cet effet, le CSE a élaboré un projet de décision portant réglementation des émissions d'expression directe et un projet de charte de bonne conduite des dites émissions qui prennent en compte les propositions faites à l'issue des concertations. Les 10 projets ont été transmis aux promoteurs pour amendement et retour au plus tard le 26 mai. La journée du 27 mai sera consacrée à la prise en charge des amendements afin de présenter un document consolidé à une session du Collège des conseillers, prévue dans la journée du 28 mai 2015. Le 30 mai, le Conseil supérieur de la communication procédera à la levée de la suspension. Le CSE se félicite de la disponibilité des promoteurs, des hommes et femmes de médias au cours de cette période de réflexion qui aura permis de trouver des solutions à même de garantir un meilleur encadrement des émissions d'expression directe. C'est une déclaration recueillie par Estelle Judith Assogba. En tout cas, cette décision du Conseil supérieur de la communication de suspendre les émissions interactives a fini de faire les preuves de son impopularité. Les protestations sont venues de toutes parts. Rien que ce matin, l'Alliance des Nouvelles Consciences affichait sa désapprobation, appelant la population à manifester ce 27 mai devant le CSE. Ini Walkoy Janine Kambire. Suite à la décision prise le 7 mai dernier par le Conseil supérieur de la communication de suspendre les émissions interactives pour une période de 3 mois, l'Alliance des Nouvelles Consciences devant la presse livre son point de vue. Nous, en tant qu'une sentinelle de la démocratie, nous ne pouvons rester de marbre, nous ne pouvons rester impassifs face à une telle décision qui est de nature à porter un coup de poignard à la démocratie au Burkina Faso. Donc nous avons pour but de dénoncer en tout cas cette décision et d'appeler ici et maintenant le Conseil supérieur de la communication à retirer cette sanction-là. Nous nous logeons dans la même enseigne que les professionnels des médias pour appeler les populations burkinabées à sortir massivement le 27 mai prochain pour manifester devant le Conseil supérieur de la communication et notre ras-le-bol face à cette décision. Cette suspension des émissions interactives était également au menu des échanges aujourd'hui entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et les centrales syndicales. Celles-ci ont une fois de plus réclamé son annulation ainsi qu'une application rigoureuse des textes et des décisions de justice. Avant les centrales syndicales, le Premier ministre a reçu le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Raymond Benjamin, qui a réaffirmé le soutien de son institution au Burkina Faso en vue de développer l'aérogare de Ouagadougou. Amandine Lalsada. Le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, chez le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Porteur de messages de soutien de l'Organisation à la transition, Raymond Benjamin annonce un apport de l'OACI pour le développement économique du Burkina Faso. L'aviation est créateur d'emplois aussi et c'est extrêmement important pour la population, d'emplois qualifiés. L'aviation peut former des jeunes et nous en avons besoin de ces jeunes. Je lui ai dit que nous souhaitons aider le Burkina pour le développement d'une nouvelle aérogare à Ouagadougou. À la suite du secrétaire général de l'OACI, une délégation des centrales syndicales du Burkina est venue échanger avec Yacouba Isaac Zida. La non-application des textes et de certaines décisions de justice était au centre des discussions. Il y a des textes qui ont été arrêtés et qui ne sont pas appliqués sur le terrain. Et si vous prenez le cas des travailleurs, les inspecteurs et contrôleurs du travail, si vous prenez le cas des greffiers, voilà un ensemble de points qui nous ont amenés ici aujourd'hui au Premier ministère pour véritablement discuter avec son Excellence et savoir qu'est-ce qu'on met derrière tout ça. Voilà, si nous sommes dans un pays démocratique, si la justice rend son verdict et les entreprises refusent de respecter, vers qui nous devons nous tourner. La délégation des centrales syndicales a également abordé avec le chef du gouvernement la suspension des émissions interactives
par le Conseil supérieur de la communication. Elle a souhaité la levée de la décision, estimée être un frein à la liberté d'expression. Et pour concrétiser le soutien, le secrétaire général de l'OACI a eu une séance de travail avec le ministre des Infrastructures, du désenclavement et des Transports. Des pistes ont été dégagées pour un renforcement de la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'aviation. Il faut dire que les projets en cours ou en perspective sont nombreux. Reportage Claudine Bikaba. Selon le secrétaire général de l'aviation civile internationale OACI, le Burkina Faso est en bonne posture en matière d'aviation civile. C'est ce qui ressort du constat qu'il a pu faire durant son séjour ici au pays des hommes intègres. Il a donc effectué des travaux avec le ministre Daouda Traoré dans le sens du renforcement de la coopération entre l'organisation et notre pays. Nous souhaitons nous associer avec le Burkina pour lien de l'aérogare de Ouagadougou. Nous estimons qu'un effort sur les infrastructures est nécessaire pour accroître le trafic. Et nous pensons que dans ce contexte, l'OACI et le Burkina pourraient bâtir un partenariat. Raymond Benjamin est venu voir aussi dans quelle mesure son organisation peut mieux accompagner le Burkina dans ses projets en matière d'aviation civile. Le ministre m'a dit qu'il réfléchissait à un plan d'action directeur et nous pourrions ici aussi l'accompagner dans cet exercice qui est essentiel pour un pays enclavé et qui doit compter sur l'aviation pour le développement économique et social. L'OACI a été créée en 1944 et elle a pour mission d'adopter des normes et pratiques recommandées dans tous les domaines de l'aviation civile, entre autres l'exploitation, la sécurité et la sûreté, les règles juridiques, les aspects économiques. Son siège se trouve à Montréal, au Canada. Elle était annoncée et elle est effective depuis ce matin. L'opération biétage a débuté sur toute l'étendue du territoire. Environ 135 000 agents de la fonction publique sont concernés. Ils devront se présenter en chair et en os et montrer patte blanche pour toucher leur salaire du mois. L'opération qui se poursuit jusqu'au 17 juin a pour objectif d'assainir la masse salariale. Estelle Judith Assogba. Boubacar Dera est un agent du ministère de l'économie et des finances. Après vérification d'un certain nombre de pièces justificatives, il peut à présent passer à la caisse. C'est une bonne initiative que le gouvernement a pris. En tout cas, c'est bon parce que ça va jouer beaucoup de choses, y compris les indemnités et puis les mises à jour des uns et les autres. Comme lui, ils sont environ 135 000 agents de l'État à passer au biétage. Près de 26 milliards de francs CFA, c'est le net à payer au cours de cette opération. L'objectif, c'est pour s'assurer de ce qui doit véritablement émarger à la solde. Il s'agira également de vérifier au niveau des éléments de la solde, de s'assurer que les uns et les autres qui ont droit à cette rémunération ont droit à ces éléments de rémunération. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui n'ont plus droit au salaire, mais pour lesquels, de façon, parce qu'on ne connaît peut-être pas les raisons, on continue de virer leur salaire. C'est des choses qu'on va vérifier, puisque cette fois-ci, il faut être physiquement là pour attester que vous êtes effectivement présent avant de toucher vos éléments de salaire. L'opération ne consiste pas à traquer seulement les fausseurs, mais aussi à rétablir les droits. Il reviendrait également dans ce travail de vérifier au cas où un agent aurait droit à un élément de salaire qu'on puisse véritablement le servir. La sécurité veille au grain pour assurer le bon déroulement de l'opération qui s'achève ce 17 juin prochain. Et puis ce matin, c'était également les mêmes files d'attente à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Ce sont 12 000 agents qui sont concernés par cette opération. Reportage Karim Sissé. D'habitude, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins perçoit son salaire auprès de sa banque. Mais pour le salaire de ce mois de mai, il le perçoit ici au commissariat central de police de Bobo-Dioulasso. Opération biétage oblige. Une opération lancée par le gouvernement burkinabé et qui consiste à faire venir chaque agent de la fonction publique devant un biétaire pour sa paie. Le gouvernement a décidé donc de mener cette opération dans le but de
d'assainir, si on peut ainsi le dire, le fichier au niveau des salaires, puisque comme vous le savez, il y a des gens qui ne sont plus fonctionnaires et qui continuent de percevoir leur salaire. Dans les hauts bassins, 11 880 agents percevront leur salaire. Pour faciliter l'opération, 12 guichets ont été mis en place. Un guichet pour la province de Kénédougou, qui est à Orodara. Un autre guichet pour la province du Tui, qui est basée à Houndé. Et 10 guichets basés dans la ville de Bobo-Dioulasso. Malgré toutes ces dispositions, le travail s'avère difficile sur le terrain. Et cette forte affluence devant la direction régionale du Trésor et de la comptabilité publique des Hauts-Bassins en dit long. Je suis là depuis 6h30, dans le cadre de l'opération biétage. Bon, il faut avouer que c'est avec difficulté, parce qu'il n'y avait pas de programme établi. Ça fait que, bon, il y a une liste qui a été initiée, et je crois que c'est cette liste qui suit. Et il faut entrer les gens par groupe de 6. Espérons que dans les jours à venir, des dispositions idoines seront prises pour fluidifier l'opération. Un colloque international sur un sujet d'actualité, état de droit, démocratie et changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le thème vous intéresse? Eh bien, un peu de patience. L'ouverture, c'est dans quelques jours, précisément le 28 mai, ici même à Ouagadougou. En prélude à l'événement, l'organisateur, à savoir l'Institut général Tiemoko Marc Garango, a donné des détails aujourd'hui. Kadi Sanogo. C'est autour du thème État de droit, démocratie et changement anticonstitutionnel de gouvernement que va se tenir le colloque international de Ouagadougou les 23 et 29 mai prochains. Initié par l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, l'IGD veut saisir le contexte actuel pour mener une réflexion sur le renouveau démocratique africain. L'objectif visé par ce colloque est de réunir plusieurs leaders de la société civile, praticiens et intellectuels africains en vue de réfléchir sur l'état de la démocratie, du constitutionnalisme et de son corollaire, l'état de droit en Afrique. Ce n'est pas un état des lieux des institutions politiques dans les États africains et puis d'essayer de voir quelles sont les différentes orientations comprises des processus démocratiques dans les États africains. Il s'agira à l'issue de ce colloque-là d'essayer de dégager des grandes idées qui vont être partagées avec les experts, les membres de la société civile, les acteurs de la société civile, mais les organisations régionales aussi africaines pour leur donner la lecture que les participants auront dégagé des processus en cours. À ce colloque prendront part d'éminents constitutionnalistes du Bénin, du Togo, du Canada, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de la France et du Mali. Direction à présent Nanoro dans le Boul-Tiemde. Ce week-end, ce sont des infrastructures de stockage qui ont été inaugurées, de quoi donner un coup de pouce aux activités économiques. Elles sont destinées notamment à la conservation et à la commercialisation de produits comme le maïs, le niébé ou encore le karité. Claudine Bikaba. C'est dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA qu'ont été construites ces infrastructures. Des infrastructures qui vont aider les populations dans le stockage et la commercialisation de leurs produits. Pour cela, le ministre François Lompo et celui du commerce et de l'industrie ont effectué le déplacement de Nanoro pour inaugurer ces réalisations faites en partenariat avec le Danemark. Il s'agissait de voir comment on peut faire le lien entre la production et le marché. Parce que voyez-vous, si vous produisez et que vous ne pouvez pas écouler, gérer des stocks, ça coûte. C'est comment faire en sorte que nous puissions avoir des infrastructures économiques, mais également comment on peut faire en sorte qu'on lie, si vous voulez, qu'on adjoigne le privé, le secteur privé au secteur public pour gérer ces questions et puis intervenir également, on va dire, dans le cadre institutionnel pour améliorer justement les conditions qui vont permettre aux producteurs de profiter et d'avoir accès au marché avec des produits de qualité. Nous avons la même croissance que le gouvernement du Burkina Faso, que c'est à travers le secteur privé qu'on doit voir la croissance économique et on doit voir au bénéfice de toute la population un changement réel par rapport à la pauvreté. Donc nous sommes très heureux d'être associés avec le gouvernement et de aussi contribuer
de faire notre petite contribution à la réalisation des buts du gouvernement du Burkina Faso. Le PCESA est à sa troisième phase et à travers lui est valorisé les filières telles le karité, le niébé, le maïs, la gomme arabique et la filière bétail-viande. Des filières dont la promotion est faite dans 5 régions du Burkina. Il s'agit de l'Est, du centre-Est, du centre-Ouest, du Nord et du Sahel. On ouvre à présent la page santé de ce journal. Un chiffre à retenir, 2 millions, c'est le nombre de femmes vivant avec une fistule obstétricale en Afrique subsaharienne, en Asie, aux Caraïbes et dans les pays arabes. 2 millions de femmes, dont bien sûr de nombreuses Burkinabés, qui ont perdu toute dignité et qui sont marginalisées du fait de la maladie. Elle touche surtout des jeunes femmes des milieux défavorisés, engagées précocement dans la maternité. Pour sauver ces femmes, il faut l'engagement de tous. Le message a été lancé ce week-end depuis Nouna dans la Kossi. Nayalagdo, Paul Sawadou. Éliminer la fistule obstétricale, restaurer la dignité des femmes. C'est sous ces thèmes que la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de femmes vivent avec cette lésion en Afrique subsaharienne, en Asie, aux Caraïbes et dans les pays arabes. Et 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Un mal qui touche particulièrement la jeune femme et celle engagée précocement dans la maternité et de conditions socio-économiques défavorisées. Au Burkina Faso, 1332 femmes victimes de fistules obstétricales ont été opérées de 2012 à 2015. La fille qui a 12 ans qui se marie, ce n'est même pas un mariage précoce, c'est un mariage d'enfant. Et c'est tout cela qui amène donc ces maladies-là. Il est ressorti que nous sommes en rouge à ce niveau-là. Donc c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour qu'on ne soit plus au rouge. C'est en 2003 que le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires ont lancé la campagne d'élimination de la fistule, une campagne institutionnalisée en journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale par la résolution du 5 mars 2013 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU. Cet investissement n'a pas de prix. C'est un investissement qui est porté par l'engagement individuel et l'engagement collectif pour faire en sorte que les femmes qui malheureusement, du fait du non-accès à des services appropriés pendant la grossesse, finissent par une fistule lorsqu'elles ne décèdent pas. Cette maladie dont les victimes souffrent de stigmatisation, marginalisation et rejet de la société n'est pas une fatalité au dit des spécialistes. Elle peut être guérie à condition de se rendre dans un centre de santé pour une prise en charge appropriée. La bilharziose, elle, est une maladie invalidante d'origine hydrique. Pour son éradication, le programme national de lutte et le projet 3E, eau, environnement et énergie, sonnent la charge. Dans le village de Lioulgou, dans le Kouritenga, les populations ont été invitées à adopter le comportement qui préserve. Bouma Ernest Nébier. Face aux populations de Lioulgou, les responsables du projet 3E, eau, environnement, énergie, ont présenté les résultats d'un atelier sur la bilharziose, encore appelée schistosomiase, cette maladie invalidante d'origine hydrique. La bilharziose, c'est une maladie parasitaire due à ce que nous appelons couramment les bilharzis, ou couramment appelés schistosomes. Vous pouvez avoir la maladie en dehors des traces de sang, à travers vos urines, et la douleur au terminus de vos urines, vous n'avez pas d'autres symptômes. Tenu dans la même localité le 21 mai dernier, l'atelier a permis au projet de connaître les différentes perceptions que les populations ont de la bilharziose et de se situer sur l'ampleur de la maladie dans ce village de la province du Kouritenga. C'est une rencontre qui a été mise à profit par le Programme national de lutte contre la bilharziose et les responsables du projet 3E pour sensibiliser davantage les populations à se protéger contre cette maladie. On a donné une meilleure définition, une définition plus correcte de la maladie, ainsi que comment on peut l'attraper, à travers quel type d'activité. Il faut savoir qu'ici, les activités des gens sont essentiellement des activités agricoles, notamment la riziculture, ce qui les entraîne à être en contact quasi permanent avec les zones humides, l'eau. Et c'est précisément dans ces zones humides, dans ces eaux,
que la contamination a lieu. Le projet 3E est présent au Burkina depuis 2013. Piloté par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2E en collaboration avec l'École polytechnique de Lausanne en Suisse, son objectif est d'étudier et de bien cerner le mode de transmission de la bilharziose en vue de son éradication totale au Burkina. 17 communautés africaines réunies pour perpétuer le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine. C'est une journée d'intégration organisée ce week-end par l'Institut africain de management. Objectif, renforcer l'esprit de solidarité. Chaque communauté a donné à voir à l'occasion un pan de sa culture. Tanga Robert, Kafando. Au moment où l'Union africaine célèbre ses 52 ans et la CEDEAO ses 40 ans, l'IAM, l'Institut africain de management, a voulu honorer la mémoire des pères fondateurs et célébrer l'Afrique dans sa diversité, mais surtout l'Afrique une et solidaire. Nous regroupons en notre sein 17 nationalités. Donc toute l'Afrique y est représentée, même l'Europe et les États-Unis. Donc c'est une chance pour nous d'avoir cette richesse-là et nous voulons perpétuer cet engagement des nationalités, des différentes communautés qui nous ont fait confiance. À travers l'accoutrement, les pas de danse, la musique, la cuisine, les us et les emblèmes, chaque communauté avait de quoi montrer sa différence, sa spécificité. Une différence qui doit être traduite en richesse dans une Afrique colorée, mais unie. Et c'est cette Afrique en miniature qui s'est offerte à voir à cette journée des communautés, avec l'espoir que les messages et les idéaux seront portés par la jeune génération, d'où sortiront les leaders de demain. Je pense qu'au fil du temps, les pays africains arriveraient à s'unir, surtout grâce à ce genre d'événements. Vous savez, l'union, c'est ce qui fait la force. Donc moi, je préconiserais l'union qui fait encore la paix et qui fera beaucoup plus la force de l'Afrique. La journée de l'intégration de l'IAM est à sa 4e édition, une édition parrainée par Imon Aja, président du conseil d'administration des Grands Moulins du Burkina. La culture gourmatier dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité qui s'expose à Ouagadougou, jeux, tenues, mets traditionnels ou danses coutumières, rien n'a été oublié pour permettre au public une immersion dans les coutumes de ce peuple de l'Est du Burkina. À l'occasion, certains ont même pu en savoir davantage sur leur avenir, et cela grâce à la géomancie. Karim Patrick Namouane. Cette scène n'est pas une séance divinatoire, mais un jeu de paris. Il sort des connaissances culturelles des habitants de Kouala dans la Nyanya. Je prends les coris, je les secoue, je jette. Vous voyez, si vous voyez au niveau d'ici, lui, on peut le considérer comme ouvert vers l'extérieur. Donc 1, 2, 3, 4 coris, c'est ouvert vers l'extérieur et les 2 coris sont renfermés. Ça veut dire que je gagne la mise. Ce jeu n'est pas connu de tous. Le parrain, par ailleurs, fils de Goulmou, le découvre en même temps que vous. Je viens de découvrir des jeux traditionnels que moi je n'avais jamais vus, avec les coris et puis un morceau d'os. Mais aussi, on peut aller voir la géomancie. Ce n'est pas sorcier. Quand vous dites que vous êtes gourmandier, tout de suite on vous assimile à la géomancie. C'est quelque chose de réel. C'est ancré en nous, ce n'est pas du wax, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la science. De la parole à l'acte donc. Le pronostic, y croit-il? Pas si sûr. Le géomancien n'en doute point. Une autre curiosité, les brochettes cuites autour du feu. Ces mets traditionnels, à l'image de ce plat, ne sont qu'un échantillon de la richesse culturelle de la commune de Kouala. La troupe Ganta et cette cantatrice ont apporté leur tam-tam et leur voix pour agrémenter la journée, tribune de promotion d'une culture en proie à la mondialisation. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut trouver les moyens pour faire connaître notre culture et la maintenir. Parce que c'est parce que nous sommes différents que nous pouvons être complémentaires. Donc si nous nous perdons ce que nous connaissons et nous adoptons rien que pour les autres, on perd notre âme. Parce que la culture, c'est vraiment le socle sur lequel chaque peuple, en fait, s'assoit. L'association Tintani ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le cap est mis sur les journées culturelles Kouala 2016. Les délestages de la Sonabel et l'exhumation du corps du président Thomas Sankara, voici les 2 sujets
qui ont noirci les colonnes des quotidiens. Aujourd'hui, Abdoul Rasmane Zongo les a parcourus pour nous. C'est la revue de presse. Délestage à Ouagadougou, s'écrit le quotidien pour qui les acteurs sont parvenus à un accord à même de réduire les délestages à moyen terme. En réalité, il s'agit d'un accord tripartite entre la Sonabel, qui a des difficultés récurrentes à payer sa facture pétrolière à la Sonabi, la Nationale des hydrocarbures, et l'OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Faso. Dans le contenu de ces engagements, précise notre confrère, l'État s'engage à augmenter de 20 francs CFA sur chaque litre transporté et l'OTRAF s'engage à son tour à mettre à la disposition de la Sonabi environ 600 citernes pour assurer le stock de la Sonabel qui a une capacité de 21 jours. Vers la réduction des délestages, remarquent les éditions Le Pays, et notre confrère reprend les propos d'Issoufou Maïga, président de l'OTRAF. L'objectif principal est qu'avant la fin de la semaine, ou au plus tard en début de la semaine prochaine, que les camions soient en marche avec les combustibles nécessaires pour le fonctionnement de la Sonabel et de l'économie du pays. Le quotidien L'Observateur parle plutôt des 5 mesures du ministre Boubacar Ba. L'une de ces mesures concerne, je cite, la création d'une flotte destinée au transport des hydrocarbures pour la production d'électricité et principalement sur la révision des frais de transport et transit. Une autre mesure est une série de communications en vue pour apporter au plus vite des informations envisagées pour résorber la question des délestages. Le quotidien d'État citoyen qualifie plutôt ces mesures d'urgentes pour réduire les délestages observés. La réalité économique des délestages n'éclipse pas celle politique, notamment l'exhumation de la tombe du président Thomas Sankara. On ouvre la tombe de Sankara aujourd'hui, constate le journal Aujourd'hui au Faso, et 3 spécialistes sont commis à cette tâche. Il s'agit de 2 médecins légistes burkinabés, le professeur Robert Soudré, le docteur Norbert Ramdé et l'expert français, le professeur Alain Miraz. Pour ce faire, les recherches porteront sur l'utilisation éventuelle des balles ou projectiles provenant d'armes à feu ou autres objets susceptibles de provoquer des liaisons mortelles sur les 13 victimes, allusion faite aux 12 autres camarades tombés sous les balles assassines avec Thomas Sankara. Aussi, poursuit notre confrère, ces experts feront des prélèvements sur les supposés restes de ces victimes pour ensuite les confronter aux ADN de leurs proches. Les éditions citoyennes titrent en filigrane l'heure de la vérité et s'interrogent longuement. Et si ce n'est pas la tombe de l'illustre fils de Théma Boquin, se demande l'éditorialiste. Va-t-on ouvrir les autres tombes si le corps n'est pas celui du père de la Révolution? Si oui, combien de tombes faudra-t-il éventrer pour avoir le cœur net? L'heure est venue de dire toute la vérité sur cette mort internationale, conclut le journal d'État. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.